86 heures. C'est tout ce qu'il a fallu. Pas une seule invasion terrestre, pas une longue campagne aérienne, pas un blocus naval massif, seulement 86 heures de destruction logistique précise, calculée et dévastatrice. Et 300 des chars les plus avancés de la planète se sont arrêtés complètement et durablement. Ce qui vient de se produire au Moyen-Orient n'est pas une bataille. Ce n'est même pas une guerre au sens traditionnel. C'est quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus sophistiqué et de beaucoup plus lourd de conséquences pour l'équilibre mondial des puissances. C'est le retrait chirurgical de la capacité d'une force militaire entière à fonctionner. Une opération exécutée avec une précision et une intelligence stratégique que la communauté analytique occidentale n'était pas prête à reconnaître comme possible. Il s'agit de la campagne d'interdiction logistique la plus décisive sur le plan stratégique de l'histoire de la guerre moderne, et les chiffres le prouvent. 300 chars de combat principaux immobilisés, moteur froid. Des équipages assis dans des véhicules qui coûtent plus de 6 millions de dollars chacun, incapables d'avancer d'un seul mètre dans quelque direction que ce soit. Une force aérienne qui brûle ses dernières réserves de carburant à un rythme qui lui laisse des jours, pas des semaines, d'opérations aériennes. Une infrastructure d'importation pétrolière qui a pris des décennies à construire, détruite sur chacun de ses axes simultanément en 86 heures, et à Washington, des réunions d'urgence interagences qui ne produisent rien d'autre que la prise de conscience collective que les réponses préparées pour ce type de situation n'existent pas. Ce n'est pas un revers militaire, c'est un effondrement opérationnel. Et cela s'est produit parce qu'un adversaire a compris quelque chose contre lequel son opposant ne s'était jamais pleinement protégé. Le système d'armes le plus coûteux au monde ne vaut exactement rien sans le carburant nécessaire pour le faire fonctionner. Pour comprendre tout le poids de ce qui s'est produit, le point de départ doit être la physique fondamentale de la guerre mécanisée. Un char de combat principal Merkava 4, joyau du développement blindé israélien, transporte environ 1400 litres de carburant diesel dans ses réservoirs internes. Un rythme opérationnel de combat, en mouvement, en engagement de cible, avec tous les systèmes embarqués en fonctionnement, ce char consomme entre 300 et 400 litres par heure d'opération active. En fonctionnant 8 à 10 heures par jour dans des conditions de combat soutenues, un char entièrement ravitaillé épuise sa charge en 4 à 5 jours sans réapprovisionnement. Lorsque le réapprovisionnement est coupé dès le premier jour, le compte à rebours commence immédiatement. Et ce compte à rebours s'accélère à un rythme opérationnel élevé, exactement le rythme que ces unités maintenaient lorsque le système de carburant a été détruit. Le scénario d'effondrement en 86 heures n'est pas une estimation dramatique. C'est un calcul opérationnel conservateur fondé sur les taux de consommation et les charges de carburant embarquées. Ces 300 chars ne sont pas tombés à court de carburant à cause d'une mauvaise gestion logistique. Ils sont tombés à court de carburant parce que chacune des voies qui auraient pu les ravitailler a été détruite avant qu'une mesure compensatoire puisse être organisée. Un tel niveau d'exhaustivité dans le ciblage ne se produit pas par accident. C'est le résultat d'années de collecte de renseignements, de construction de bases, de données, de cibles et de planification opérationnelle à un niveau de sophistication qui exige une reconnaissance analytique sérieuse, peu importe la perspective politique. Israël importe environ 97% de l'ensemble de ses besoins pétroliers. Il n'existe aucune production pétrolière intérieure significative. Cette dépendance structurelle crée une architecture de ciblage tellement évidente que tout planificateur militaire sérieux l'identifierait immédiatement. La question n'a jamais été de savoir s'il fallait la cibler. La question était de savoir comment la cibler de façon suffisamment complète pour qu'aucune voie alternative ne puisse préserver le flux opérationnel de carburant au débit requis. La réponse a été la destruction simultanée de toutes les voies à la fois. Le terminal pétrolier du port de Haïfa traite environ 45% du total des importations de pétrole d'Israël. Il a été frappé dans la phase d'ouverture de la campagne par un ensemble combiné de drones Shahed, 238 propulsés par réacteur, et de missiles balistiques de précision Fateh 1-1-0. Le parc de réservoirs de stockage du terminal
Son infrastructure de jonction de pipeline et ses systèmes de transfert navire-terre ont tous été ciblés selon une séquence conçue pour une destruction fonctionnelle complète et non pour des dommages partiels réparables. L'évaluation après frappe a confirmé que le statut opérationnel du terminal avait été réduit à 0 dans les 4 premières heures. 3 heures plus tard, le terminal pétrolier d'Ashdod a été frappé. Le choix de cet intervalle de 3 heures n'était pas une coïncidence. Il était calculé. Les planificateurs israéliens de la logistique d'urgence, recevant la confirmation de la frappe sur Haïfa, commenceraient immédiatement à évaluer Ashdod comme solution compensatoire. 3 heures suffisent pour que cette évaluation commence. C'est pas assez pour qu'une redirection physique puisse être mise en œuvre. Lorsque la frappe sur Ashdod est arrivée, elle a détruit à la fois l'infrastructure existante et l'option de contingence que les planificateurs israéliens venaient d'identifier comme principal plan de rechange. La contingence a été éliminée avant de pouvoir devenir opérationnelle. L'oléoduc Eilat-Ashkelon, un pipeline souterrain de 254 km reliant le port d'Eilat sur la mer Rouge à la côte méditerranéenne et offrant une route alternative d'importation pétrolière contournant le canal de Suez, a été ciblé par une combinaison de frappes directes sur ces stations de pompage hors sol et d'une action maritime coordonnée des Houthis qui a bloqué l'approche de la mer Rouge pour les pétroliers. Les frappes contre les stations de pompage ont utilisé des munitions de précision pour détruire l'infrastructure électrique et mécanique à 4 points critiques le long du tracé du pipeline. Cette méthode de ciblage exige le remplacement d'équipements industriels complexes et non une simple réparation de dommages physiques. L'interdiction Houthi a éliminé le trafic de pétroliers qui aurait alimenté le pipeline, même si les dommages aux stations de pompage avaient pu, d'une manière ou d'une autre, être réparés rapidement. Les 2 lignes d'attaque devaient réussir simultanément. Les 2 ont réussi. Après avoir détruit l'infrastructure d'importation, la deuxième phase de la campagne s'est déplacée vers le réseau de distribution qui transporte le pétrole des installations de stockage vers les unités opérationnelles. Le système militaire israélien de distribution de carburant fonctionne selon une architecture à 3 niveaux, des réserves stratégiques nationales conservées dans des installations souterraines renforcées, des dépôts de distribution régionaux servant de tampons entre la réserve stratégique et les unités opérationnelles, et des points avancés de carburant assurant la distribution du dernier kilomètre aux véhicules et aux aéronefs individuels au niveau de la brigade et du bataillon. Les dépôts de distribution régionaux ont été ciblés par des frappes coordonnées touchant 11 installations dans les secteurs nord, centre et sud dans une fenêtre de 2 heures. Cette fenêtre d'attaque simultanée de 2 heures était critique sur le plan opérationnel. Une approche de ciblage séquentiel aurait permis au commandement logistique de Tsahal de mettre en œuvre une redistribution d'urgence des stocks de carburant depuis les dépôts non touchés afin de compenser les pertes dans l'installation frappée. En comprimant les 11 frappes dans une fenêtre de 2 heures, chaque installation a été touchée avant qu'une redistribution puisse être organisée. Tout l'échelon régional de distribution a été éliminé avant qu'une seule réponse d'urgence puisse être exécutée. Les points avancés de carburant, ces nœuds mobiles de distribution par camion opérant au plus près des unités de première ligne, ont été ciblés par une campagne soutenue d'interdiction par drone qui a détruit, sur une période de 24 heures, la flotte de camions-citernes desservant le secteur nord. Des munitions rôdeuses de précision ont suivi les mouvements des convois de carburant le long des routes principales d'approvisionnement et ont engagé les véhicules citernes individuellement. La perte de cette flotte a créé une rupture de distribution du dernier kilomètre qui ne pouvait pas être comblée même s'il restait du carburant au niveau des dépôts régionaux, ce qui, après les frappes contre ces dépôts, n'était largement plus le cas. Infrastructure d'importation détruite, dépôts régionaux éliminés, flotte de camions-citernes interdite, 3 phases, rupture complète du flux opérationnel de carburant en 86 heures. Les conséquences sur l'efficacité au combat se sont dégradées beaucoup plus vite que les jauges de carburant elles-mêmes. Un char immobilisé n'est pas simplement un char qui ne peut plus rouler. C'est un char qui a perdu sa valeur tactique dans toutes les dimensions de la guerre blindée. La manœuvre, principe fondateur qui donne aux forces blindées leur valeur décisive sur le champ de bataille, exige le mouvement.
Un char qui ne peut pas bouger, ne peut pas exploiter une percée, ne peut pas répondre à des menaces de flanc, ne peut pas se repositionner pour engager des cibles au-delà de son champ de tir actuel et ne peut pas se retirer d'une situation tactique qui se détériore. Il devient une position défensive fixe, dotée d'une puissance de feu coûteuse, utile pour tenir un point précis au sol, mais incapable de participer à la guerre mobile et dynamique sur laquelle repose la doctrine opérationnelle de Tsahal. Les conséquences pour les armes combinées s'étendent à l'ensemble de la force. Les véhicules blindés de transport de troupes qui déplacent l'infanterie perdent leur capacité de combat mobile, forçant l'infanterie à adopter des positions défensives statiques, beaucoup plus vulnérables aux attaques de drones et de missiles de précision. L'artillerie automotrice a besoin de carburant non seulement pour se déplacer, mais aussi pour les génératrices qui alimentent ces systèmes de conduite, de tir et de communication. Une artillerie automotrice immobilisée et à génératrice sèche devient une collection de gros tubes métalliques qui ne peuvent pas être pointés avec précision ni coordonnés efficacement. La dimension aérienne aggrave tout. Les bases aériennes israéliennes maintiennent des réserves opérationnelles de carburant dimensionnées pour environ 14 à 20 et un jour d'opération aérienne soutenu au rythme actuel des sorties. Avec l'infrastructure d'importation détruite et les réseaux de distribution sectionnés, ces réserves sont consommées sans réapprovisionnement. L'impératif opérationnel de soutenir les forces terrestres immobilisées crée une pression pour effectuer davantage de sorties et non moins précisément au moment où la conservation du carburant exige l'inverse. Chaque sortie supplémentaire effectuée pour soutenir des unités terrestres coincées accélère le calendrier menant à l'épuisement du carburant de la force aérienne. La réponse de Washington a confirmé la gravité de ce qui s'était produit plus clairement que n'importe quelle évaluation opérationnelle aurait pu le faire. Les réunions d'urgence interagences convoquées dans les heures suivant la confirmation de la destruction du système de carburant de Tsahal n'ont été productives dans aucun sens opérationnel. Elles n'ont été productives qu'en vérifiant collectivement que les réponses préparées pour ce type de situation étaient toutes soit indisponibles, soit insuffisantes, soit contre-productives dans les circonstances précises qui s'étaient matérialisées. La réponse d'urgence la plus évidente: le réapprovisionnement aérien en carburant des unités de Tsahal déployées à l'avant se heurte immédiatement à la physique de l'échelle. Les besoins en carburant de 300 véhicules blindés immobilisés et de leur flotte de soutien associée se chiffrent en millions de litres. L'ensemble de la flotte de transport lourd de l'armée de l'air américaine, les C-17 Globemaster et les C-5 Galaxy, opérant au rythme maximal soutenable de sortie, pourraient livrer environ 3 à 4 millions de litres par jour si elle était exclusivement consacrée à cette seule mission, et opérer depuis des bases situées à distance raisonnable. Cela semble considérable jusqu'à ce que le calcul révèle que cela représente moins de 2 jours de consommation opérationnelle pour l'ensemble des forces terrestres et aériennes de Tsahal au rythme actuel. Le pont aérien ne peut pas résoudre une crise de carburant de cette ampleur. Il ralentit marginalement la détérioration, tout en créant une impression d'action. Il ne peut pas inverser l'impact opérationnel de la perte d'une infrastructure nationale entière d'importation pétrolière. L'option de réapprovisionnement naval, consistant à diriger des pétroliers vers les ports israéliens sous escorte militaire, se heurte au problème suivant. L'infrastructure portuaire capable de recevoir des livraisons massives de pétrole ne fonctionne plus. Le terminal pétrolier de Haïfa est non opérationnel. L'infrastructure pétrolière d'Ashdod a été frappée. L'approche d'Eila par la mer Rouge est bloquée. Un pétrolier arrivant dans les eaux israéliennes n'a aucun endroit où décharger sa cargaison dans un délai pertinent sur le plan opérationnel. L'infrastructure physique pour l'importation massive de pétrole n'existe plus dans un état fonctionnel dans aucun port israélien. Une action militaire américaine directe contre les moyens iraniens d'interdiction du carburant comporte des coûts que l'environnement politique actuel ne peut absorber. Des frappes directes sur le territoire iranien risquent de provoquer une fermeture d'Ormuz qui ferait grimper les prix mondiaux du pétrole à des niveaux jamais vus dans l'histoire moderne, entraînant des conséquences économiques intérieures,
dans un contexte électoral sensible qu'aucune administration ne peut gérer. L'échelle d'escalade à partir de frappes directes sur le territoire iranien ne comporte aucun échelon menant à un point d'atterrissage stable à un coût acceptable. Sous le bruit des réunions d'urgence et des communications diplomatiques pressantes se trouve la manifestation opérationnelle d'une réalité stratégique que Washington a refusé de reconnaître pendant des années. La puissance militaire américaine ne peut pas protéger contre un adversaire régional autonome qui a identifié et attaqué systématiquement la vulnérabilité précise dans l'architecture de guerre d'un allié. Surtout lorsque toute action compensatoire américaine déclencherait des conséquences pires que le problème qu'elle tenterait de résoudre. C'est pas un échec de la capacité militaire américaine prise isolément. C'est une caractéristique structurelle de l'environnement stratégique que l'Iran a délibérément façonné par des années de préparation patiente. Ce qui rend cette campagne remarquable sur le plan analytique, au-delà de son succès opérationnel, c'est la retenue délibérée inscrite dans sa doctrine de ciblage. La campagne a été conçue pour immobiliser Tsahal, pas pour la détruire. Cette distinction n'est pas accessoire. Elle reflète un calcul stratégique d'une sophistication considérable. Une campagne conçue pour détruire Tsahal par un engagement militaire direct exigerait des opérations de combat soutenues à haute intensité contre une force qui, même privée de carburant et partiellement immobilisée, conserve une puissance de feu défensive significative. Elle produirait des pertes massives des deux côtés, générer des images créant une pression internationale pour une intervention en faveur d'un cessez-le-feu et pourrait déclencher des réponses escalatoires, y compris une implication militaire américaine directe que tout acteur rationnel aurait un fort intérêt à éviter. L'immobilisation atteint le même résultat opérationnel à une température d'escalade plus basse et préserve le positionnement diplomatique et moral. Le ciblage de l'infrastructure de carburant, plutôt que du personnel ou des zones peuplées, produit des images d'incendies industriels spectaculaires et importantes sur le plan opérationnel, mais pas le type d'image de victimes humaines qui galvanise la pression occidentale en faveur d'une intervention. La logique stratégique est précise. Effet opérationnel maximal. Déclencheur d'escalade minimaux, ce n'est pas la doctrine de ciblage à laquelle la communauté analytique occidentale s'attendait. Elle aurait dû s'y attendre. Le calendrier de reconstruction rend la réalité opérationnelle permanente dans tout horizon pertinent. Les terminaux pétroliers détruits exigent des mois de construction à l'aide d'équipements industriels spécialisés. Reconstituer une flotte de camions-citernes décimée par l'interdiction de drones de précision exige des délais d'approvisionnement et de livraison qui se mesurent au minimum en semaines. Établir des voies alternatives de distribution de carburant au moyen d'infrastructures improvisées, à des débits requis pour des opérations blindées de grande ampleur, n'est pas réalisable dans un délai plus court que la durée probable du conflit. Les 300 chars immobilisés, silencieux sur les fronts nord et centre, ne sont pas un inconvénient opérationnel temporaire en attente d'une solution logistique. Ils constituent la réalité opérationnelle permanente de l'équilibre militaire de ce conflit, établi dans les 96 heures suivant le lancement de la campagne et désormais irréversible dans tout délai qui compte. Le carburant a disparu, la capacité de guerre qu'il soutenait a disparu avec lui, et maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? Les négociations, le repositionnement diplomatique, le long processus de reconstruction des infrastructures physiques et des hypothèses stratégiques se dérouleront sur fond d'un équilibre militaire qui reflète la réalité opérationnelle plutôt que les hypothèses que la planification stratégique occidentale a préféré maintenir pendant des décennies. 4-26 heures ont tout changé, pas avec une force d'invasion massive, pas avec des armes nucléaires, pas avec le genre d'escalade cinétique dramatique qui remplit les chaînes d'information continues, mais par la destruction systématique et complète de chaque voie d'approvisionnement en carburant alimentant une armée construite sur l'hypothèse que ces lignes de ravitaillement étaient sécurisées. 300 chars, moteurs froids, réservoirs vides, et un ordre stratégique qui ne ressemblera plus jamais au même. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. À Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.